Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ici. Ravi de vous retrouver sur e-marketing pour cette séance dédiée au métaverse, au NFT et à la réalité augmentée, avec des speakers que vous allez découvrir, qui ont pris sur leur temps pour venir partager avec vous leur expertise. Je suis ravie et je les en remercie. Avant de commencer, je voudrais vous donner quelques consignes. Est-ce que tout le monde est bien assis? Oui, tout va bien. Vous allez pouvoir poser des questions sur le numéro de téléphone qui apparaît sur votre droite. Nous allons avoir donc ces questions en fin de séance. Il nous reste un petit peu de temps. Et sinon, nous pourrons toujours les traiter un petit peu plus tard, à la sortie de la séance, mais à l'extérieur de l'amphithéâtre, puisqu'il y aura une autre conférence. Donc j'ai le plaisir d'accueillir nos 5 intervenants que je vous présente rapidement. Donc il s'agit de Rachel Marouani, qui a été dirigeante marketing dans un grand nombre d'entreprises, premièrement chez Afflelou, chez Accor, mais aussi chez Sephora, où elle est directrice générale marketing. Et ensuite, dans le groupe LVMH, elle a exercé plusieurs activités, notamment présidente du groupe Fred, la joaillerie, et également présidente et CEO de Make Up Forever. Donc merci beaucoup Rachel de nous rejoindre. Aujourd'hui, tu diriges d'abord le conseil d'administration de Afflelou et également tu as créé une start-up qui s'appelle Talisman Buy. Je ne sais pas si vous m'entendez. Peut-être on va mettre un petit peu plus fort. Merci. On t'entend. Donc je disais, vous m'entendez? C'est mieux? Voilà. Donc Talisman Buy, aujourd'hui qui est une maison de joaillerie digitale. Maison de joaillerie digitale et éco-responsable que vous allez découvrir tout à l'heure. Également, nous avons Hubert donc, qui est directeur de Electric Days pour EDF et également ancien président du Club des annonceurs. Bonjour Hubert. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Et voilà, je suis ravi d'être là pour vous raconter l'histoire des Electric Days. Merci. Également Bertrand Wolf qui a fondé Anthologie et le pavillon, Antilogie et le pavillon, et qui est venu sans son casque virtuel aujourd'hui. Bonjour. Oui, par contre, je suis pas là, c'est mon avatar là aujourd'hui. C'est ton avatar, très bien. Et Franck Desvignes qui vient tout droit du métaverse où il a déjà un terrain. Donc Franck, tu travailles pour le groupe AXA au niveau global Open Innovation et tu as déjà défriché un certain nombre de territoires, notamment pour les réseaux sociaux quand tu étais chez BNP Paribas. C'est vrai, il y a longtemps déjà. Il y a quelques années, mais en tout cas, ta volonté d'aller découvrir ce qui n'existe pas encore et de le créer est toujours là. Et ensuite, nous avons quelqu'un qui nous vient de Tahiti, donc qui a beaucoup de chance. Ça se voit à son bronzage d'ailleurs. Donc il nous amène du soleil. On n'en manque pas tellement à Paris, mais en tout cas, il vient nous parler de son expérience de créateur de start-up dans le métaverse, qui associe, vous allez le voir, du digital, mais aussi de la vraie vie. C'est ça, oui. Bonjour Henri. Bonjour. Donc voilà, Maui Games, c'est un studio de jeux vidéo qui porte une vision de métaverse éco-durable. Donc on en parlera un peu plus. Et, voilà. Super. On commence par une petite question. Donc moi je me présente, Cécile Delettré, vous me connaissez, on se voit ici régulièrement. Une petite question pour commencer à Franck. Franck, je te passe, si tu préfères, l'avoir en main, la tablette. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est que le métaverse? Parce qu'on n'en a pas tous la même définition. Il faut que tu nous amènes dans ton monde. D'accord, alors déjà, métaverse, c'est la contraction de méta et univers. Méta, en grec, c'est par-delà, et verse, ou verso en latin, c'est se tourner. Donc se tourner par-delà, c'est une petite définition que j'aime bien. Donc c'est aller au-delà dans un ensemble de mondes virtuels, immersifs. Alors immersif, c'est pas obligatoirement avec les lunettes 3D et comme ça, etc. Immersif, c'est vraiment de vivre des expériences à l'intérieur
de ces représentations 2D, 3D, etc. Et persistant parce que je pense que au-delà des fondateurs, ces univers en fait doivent vivre plus longtemps. Et c'est ce que offre potentiellement la blockchain comme opportunité ici. Et puis, voilà, ça peut être expérimenté. Ce sont des univers qui peuvent être expérimentés de manière synchrone, c'est-à-dire on peut organiser des concerts et avoir plus de 3000, 5000, 200 000, des millions d'utilisateurs en train de voir le même concert au même endroit dans ces métaverses. Ça paraît simple à raconter, même d'un point de vue utilisateur, c'est un attendu, c'est une... voilà, on se dit, bah oui, c'est normal, je vais à un endroit. Et en fait, d'un point de vue serveur et logistique, derrière, c'est extrêmement complexe. Et puis, voilà, donc ça peut être visiter ces espaces par un nombre illimité d'utilisateurs. Et donc, Meta, on sait que Facebook a changé de nom et devient Meta. Est-ce que ça veut dire que tout le métaverse est chez Facebook, ex-Facebook? Non, alors oui. Donc, c'est vrai que c'est un peu gonflé de prendre comme nom un territoire entier. Alors, ça a quand même eu le bénéfice d'ouvrir et d'augmenter la notoriété de ce qu'on appelle maintenant les métaverses. D'ailleurs, on ne sait pas si on dit là ou le, je ne sais jamais. Mais donc, l'idée de Zuckerberg, c'est quand même d'avoir une métaverse fermée. Et quand je dis une métaverse fermée, c'est en opposition à une métaverse ouverte. Alors, qu'est-ce que sont ces deux qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Roblox, par exemple, qui est un jeu vidéo, Fortnite, qui est un jeu vidéo, qui tend à devenir une métaverse, sont des environnements fermés. Ils appartiennent à l'éditeur. Toute la monétisation qui est liée va à l'éditeur. Et donc, c'est ce que fait Facebook. Quand vous publiez du contenu sur Facebook, vous en êtes l'auteur, mais la monétisation de ce contenu, la publicité qui va autour, le modèle marketing autour des données et l'exploitation de vos données va en majeure partie à l'éditeur de Facebook. À la différence de ce qui a été créé plus récemment, comme des métaverses comme Decentraland ou Sandbox, sont des métaverses ouvertes qui appartiennent à leurs utilisateurs, sur lesquels les utilisateurs ont potentiellement acheté un territoire, ont développé des choses où ils peuvent être de simples utilisateurs, ils peuvent acheter, vous savez, des skins pour avoir des super pouvoirs, des accessoires en fait pour leur avatar qui peuvent leur donner des super pouvoirs. Ces objets, ces NFT d'ailleurs, ces objets peuvent être revendables, ils appartiennent à l'utilisateur et le bénéfice de cette revente va au créateur du contenu. On va en parler tout à l'heure avec un exemple concret avec Maomi Games. Et chez AXA, donc peut-être tu peux nous montrer un visuel. Vous avez fait cet investissement parce que vous pensez qu'il y a une réelle utilisation à venir par les personnes, par les clients, par votre audience? Oui, alors il a positionné sa marque dans la métaverse pour aller chercher des communautés ou des communautés existantes dans ces métaverses, ou engager avec sa communauté et l'emmener dans la métaverse. Donc on va voir, il est probable que selon Gartner, donc 25% des personnes vont passer à peu près 1 heure par jour d'ici 2026. Nous, c'est un statement qu'a fait notre CEO d'AXA France, c'est de dire, nous, en tant que pionniers, on va explorer en fait cet endroit, ce monde de demain, et on va l'explorer sur plusieurs axes. On va d'abord, se positionner, donc positionner notre marque dans la métaverse, mais on va commencer à travailler sur des sujets, je ne sais pas ce que... Ah ouais, je vais revenir. Donc, on va commencer à travailler sur des sujets qui sont du positionnement de notre marque jusqu'à l'invention et l'innovation de nouveaux types de services,
Pourquoi ? Parce que ces communautés ont des besoins, créent des choses, comme des NFT. Peut-être que ça crée de la valeur, et que ces valeurs sont transférables, et que le rôle d'un assureur et d'un provider de services financiers, c'est aussi d'essayer d'explorer et d'inventer de nouvelles solutions. Et entre les deux, il y a des communautés qu'on va engager avec nos employés, c'est-à-dire que nos employés ont envie aussi de collaborer dans ces univers. Ils sont sur Teams toute la journée. Il y a peut-être des choses un peu plus ludiques à faire. Et puis autour de la collaboration. Et puis il y a le fait un axe sur l'exploration de simplement. Il y a beaucoup, c'est un environnement donc autour de la blockchain, des cryptos, des tokens, des NFT, avec beaucoup de cybersécurité. Et il y a peut-être aussi chez nous une communauté un peu cyber à réunir autour de cela. Ouais, voilà, très plein de choses en important. tout cas à explorer. Très intéressant comme témoignage. Donc là, vous avez fait le pari qui est quand même très audacieux et c'est très bien d'ouvrir cette partie chez AXA, d'avoir un sandbox, un espace, un terrain de sandbox. Bertrand, en tant qu'expert de VR, est-ce que tu peux nous dire si, selon toi, le métaverse a un effet de mode ou est-ce qu'on va vraiment avoir un usage et un besoin ? Si je réponds que c'est juste un effet de mode, j'ai peur que la salle se vide instantanément, donc je vais dire que non. C'est pas du tout un effet de mode, et surtout pas chez Facebook. L'annonce est récente du positionnement en tant que méta. Mais ça fait déjà quelques années que Zuckerberg imagine son réseau social en 3D. Il a testé la réalité virtuelle, ça fait pratiquement 8 ans jour pour jour, à Stanford, dans un des meilleurs laboratoires spécialisés sur le sujet. Il avait été emmené là-bas par un gars qui venait d'embaucher, qui était l'ancien CTO de Second Life. Et quand il a eu testé la réalité virtuelle à Stanford, 6 semaines après, il faisait un chèque de 2 milliards de dollars pour acheter Oculus, qui était à l'époque une start-up avec un prototype. Donc il a une conviction assez fermement chevillée au corps, qui a été confortée par un rapport interne qui date d'il y a 4 ans, où... pour faire écho à ce que disait l'étude Gartner, eux, ils anticipent que d'ici 20 ans, donc c'est en 2018, donc un peu moins maintenant, dans 20 ans, le temps passé dans le métavers sera le temps qu'on consacre aujourd'hui aux réseaux sociaux ou le temps qu'on consacrait à la télévision il y a 30 ans. Donc ils anticipent un mouvement massif des gens d'un univers digital qui est composé essentiellement de réseaux sociaux vers un univers digital en 3 dimensions, un univers spatial. Et donc, du coup, ils ont décidé d'y aller à fond, d'y être les premiers, d'y être les plus puissants. C'est ce qu'ils ont annoncé. C'est juste une révélation méta. Il y a à peu près un quart de l'effectif de Facebook qui, depuis déjà pas mal de temps, travaille sur le sujet. Donc, ce n'est pas une lubie de Facebook. Ce n'est pas non plus Facebook tout seul. Je ne vais pas commenter ce chart. Visuellement, ça me prend une demi-heure. Mais c'est juste pour dire que toutes les grandes techs du moment convergent vers le métavers. Bien sûr, pour accéder à ces mondes en version spatiale, en version 3D complète, il faut des outils comme ceux que porte la jeune femme en haut à gauche. Ces outils sont fabriqués par Meta, par TikTok, qui a racheté une marque de casque indépendant l'été dernier, une marque chinoise, donc qui confirme l'intérêt des réseaux sociaux pour ces univers-là en 3D. C'est fabriqué par Microsoft avec les lunettes HoloLens, par Sony, vous connaissez sans doute la PlayStation VR. Et puis il manque Apple qui arrive à la fin de l'année. Ils arrivent à la fin de l'année avec un premier casque. Ces outils étant de plus en plus petits et de plus en plus légers, évidemment, les composants qui vont à l'intérieur vont être de plus en plus externalisés, virtualisés. Donc, il va falloir faire appel au cloud computing. Le marché du cloud computing est trusté par les grands noms de la tech. Et la puissance de calcul descendra sur les devices grâce à la 5G. Donc, tous les opérateurs de 5G voient dans le métavers un des premiers cas d'usage grand public de la 5G. L'intelligence artificielle sera nécessaire. Le plus gros ordinateur consacré à l'intelligence artificielle en cours de construction sera opérationnel à la fin de l'année. Ce sera même le plus gros ordinateur du monde, le plus puissant. Il sera 4 à 5 fois plus puissant que le champion du monde depuis 3 ans, qui est japonais. Et il est construit par qui ? Par Meta, pour l'intelligence artificielle. Et enfin, la blockchain est nécessaire pour les crypto-monnaies, pour les NFT, puis pour sécuriser beaucoup de transactions. Enfin, les grands du jeu vidéo, évidemment, sont en première ligne. Donc on voit qu'il y a un nombre d'intérêts et de tech qui convergent dans le métavers et qui me laissent à penser que ce n'est pas juste un effet de mode ou un simple effet de buzz.
Par ailleurs, ce n'est pas une révolution. Oui, Et c'est- c'était ma c'est question pour ça, oui. suivante. Merci. Est-ce une révolution ou une Non. évolution? C'est ça qui rend aussi la chose assez inéluctable, c'est que ce n'est qu'une évolution. Une évolution de la façon dont on interagit avec les outils digitaux, avec l'informatique depuis des années. Derrière ce visuel-là, il y a la loi de Moore qui permet à des composants informatiques d'être de plus en plus puissants et de moins en moins coûteux et de plus en plus petits. Et puis il y a aussi une constante chez l'homme qui est la recherche du confort. Et c'est plus agréable d'interagir avec des petites lunettes sur le nez qu'avec un clavier. Donc préparez-vous à la suite du visuel. Hein. Il manque une étape, mais elle est annoncée pour 2030. En tout cas, on prête à Apple d'avoir dans sa roadmap pour 2030 des lentilles. Voilà. Donc, Apple. oui. Et pourquoi Apple et pas Meta, justement, dont tu nous parlais? Est-ce que Apple est déjà en train de développer le futur du Meta? Alors, en termes de contenu, non. En termes de device, en termes de contenu, on ne sait pas. En termes de device, on va attendre de voir ce qui sort, puisqu'ils prennent grand soin à publier des avis très divergents, très contraires, des révélations qui laissent à penser que tout est possible concernant ce qui vont sortir. Mais on peut s'attendre à ce que ce soit peut-être comme le fait d'habitude Apple, quand ils débarquent dans un écosystème, ils en bouleversent les règles. Ceci dit, là, il y a quand même des acteurs déjà très puissants, fortement installés. Donc comment commencer en fait cette première étape dans le méta? Est-ce qu'on passe par le gaming? Est-ce que c'est une solution? Parce qu'on a l'impression que quand on voit des photos, on est dans un univers du jeu, et tu parlais tout à l'heure de Second Life. On est dans un univers d'images de synthèse, absolument. Parce qu'aujourd'hui, des univers interactifs faits à base de vidéos, c'est encore très onéreux. Mais on est dans un univers qui forcément a l'air très gamifié. Mais pas forcément, il y a plein de plateformes, certaines sont effectivement très gamifiées, comme on le disait tout à l'heure, parce que ce sont des plateformes à l'origine de jeux qui sont devenues des plateformes sociales, hein, comme Fortnite ou Roblox. Donc là, on voit quelques exemples d'opérations déjà menées par des grandes marques dans différents métavers. Donc certaines comme Oago, Chiplote, c'est une réplique dans le métavers d'une opération commerciale qu'ils font tous les ans, qui est une opération d'Halloween, où ils distribuent des vouchers pour aller chercher son burrito dans un fast-food. Cette année, ils les ont distribués, enfin en novembre l'année dernière, ils les ont distribués assez massivement dans le métavers. Donc c'est une réplique du réel. On peut aussi s'en servir pour imaginer des choses qui vont un peu plus loin que le réel, comme Gucci Garden. En mois de mai l'année dernière, Gucci fêtait ses 100 ans. Il y a eu un grand événement à Florence, dans les jardins de Gucci, et ils ont créé pendant 15 jours, sur la plateforme Roblox, un jardin revisité par des artistes, qui était un endroit assez magique. Et il y avait une boutique, bien sûr, dans laquelle ils vendaient des objets virtuels, hein, pour votre avatar. Et en 15 jours, ils ont eu 20 millions de visiteurs, évidemment. Des chiffres qui sont difficilement comparables avec la même opération sur le terrain. On peut aussi s'en servir pour proposer des expériences nouvelles aux visiteurs, aux consommateurs, aux avatars, comme l'a fait McDo à l'occasion du Nouvel An chinois, là, il y a quelques jours. Et sur la plateforme spatiale et sur la plateforme VRChat, ils proposaient un espace créé par un artiste américain consacré aux signes astrologiques chinois, dans lequel on pouvait déambuler puis croiser des gens du monde entier. Et puis enfin, Nike qui pousse un peu plus loin son marketing grâce à Nikeland, qui est un espace géant, mi-terrain de jeu, mi-campus, mi-headquarters. Donc ils ont ouvert sur Roblox, je crois. Et où en termes de marketing, leur promesse, c'est de dire que c'est là où le sport n'a pas de règles. Donc ils viennent du sport qui a des règles, ensuite ils sont passés au non-sport, c'est-à-dire au streetwear, et là ils reviennent au sport en proposant aux gens, et ce qui est assez logique vu l'ADN de cette plateforme, de créer leur propre sport ou de créer les règles qui vont avec les sports qui les intéressent. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique là, communautaire et une dynamique gamifiée, mais qui est liée à la plateforme sur laquelle Nike s'est implanté. D'accord, et on voit bien effectivement la synchronisation entre le monde réel et le monde virtuel pour amplifier le message qui est porté. Merci pour ces précisions. Donc Henri, en tant que start-upper dans le jeu justement, comment et pourquoi t'es venue l'idée de créer cette start-up de gaming? Et est-ce que tu peux nous la présenter? Ouais, alors pour le pourquoi, en fait, c'est que je suis quelqu'un du coup très sensible à l'écologie. Et pendant les incendies de 2019... à quel endroit? À Tahiti, donc dans un environnement plutôt très, très beau.
J'étais sur ma terrasse en train de jouer à des jeux vidéo et là j'ai réalisé à quel point le plaisir passait devant des urgences comme les urgences environnementales. Et c'est là où je me suis dit que le plaisir devait être un levier en fait dans tous ces défis. Et donc j'ai décidé du coup de développer un modèle d'économie circulaire basé sur la régénération du vivant et l'entraide dans un écosystème de jeux vidéo. Et plus concrètement, utiliser la blockchain, ça a été pour nous un moyen de se dire, chaque objet virtuel qui n'ont pas forcément de valeur, ou financer par exemple des actions environnementales à distance qui en fait finançaient la plantation d'un arbre, c'est pas réellement palpable pour nous. Et donc on utilise ça pour le valoriser dans un univers et permettre à une communauté de faire évoluer un univers à la fois virtuel et bien réel. Et en fait, la blockchain, c'est aussi pour nous un moyen d'offrir, du coup, de développer, de porter une vision du métaverse qui permet en fait de développer un écosystème de jeux interopérable, donc, et qui s'adapte à différents profils de joueurs. Vous allez jouer à un jeu, à chaque jeu auquel vous allez jouer, par exemple, on voit un petit jeu en haut à gauche, ça va entraîner un compagnon, et ce compagnon, en fait, vous allez pouvoir, avec l'expérience qu'il aura acquise au fil du temps, vous allez pouvoir l'échanger avec d'autres joueurs en échange de ressources pour construire des objets. Donc on est vraiment sur... on donne de la valeur à la coopération et à l'entraide dans notre écosystème de jeu pour fédérer du coup une communauté. Et ce qu'on veut, c'est du coup, dans la vision du métavers, c'est aussi utiliser la réalité augmentée pour faire venir ce monde virtuel à la réalité et puis toujours continuer à avoir un impact positif en jouant. Est-ce que, par exemple, je participe à ce jeu? Donc moi, déjà, il va falloir bien m'expliquer comment ça fonctionne. Je participe, disons que j'ai ça sur ma tablette, mon ordinateur, et je veux en même temps participer à la protection des océans, de la vie donc sous-marine et des coraux, par exemple. Qu'est-ce que le jeu va me proposer? Alors déjà, il faut savoir, l'écosystème de jeu en fait va permettre de trouver un jeu qui va vous correspondre plus en fonction du jeu que vous aimez. Si vous n'êtes pas forcément un joueur, on a un service du coup gamifié en fait ça va être des mini-jeux en fait. Vous allez être accompagné à travers des objectifs. Et en jouant, en fait, par exemple, dans un jeu, vous allez devoir trouver une graine, planter un arbre virtuel, l'entretenir. Et dès que cet arbre atteint le stade adulte, ça finance derrière un arbre réel. Alors, à travers des revenus publicitaires ou de l'achat de ressources pour le faire pousser plus vite. Et une marque, donc j'imagine on est des marketeurs dans la salle. Qu'est-ce que vous diriez à des marketeurs pour dire, voilà le rôle que vous allez jouer avec cette mission, le purpose qui vous guide vers l'éco-responsabilité? Alors, du coup, parler des entreprises, c'était assez important pour nous parce que dans le jeu vidéo, on n'a pas l'habitude, du coup, de forcément, plus maintenant grâce au métaverse, mais de faire à l'époque, il y a 2 ans, d'introduire des marques dans une expérience de jeu avec une communauté. Et là, en fait, ce qu'on leur propose, c'est de jouer le jeu ou de jouer le jeu et de développer leur monde. Et ce monde-là va permettre à la communauté de bénéficier de ressources en fonction, grâce aux arbres qu'elles auront financés. Les joueurs vont pouvoir aller chercher gratuitement des ressources pour faire pousser leurs arbres. On va pouvoir créer des événements aussi sur ces mondes-là, en fait, pour que la communauté de joueurs puisse gagner plus de ressources. Ou sinon, ça c'est dans le cas où elles souhaitent participer vraiment à l'expérience avec une présence constante, où on leur propose une présence plus spontanée, en fait, à travers un service gamifié, où elles vont avoir simplement à répondre. Par exemple, à leur compensation carbone, elles vont passer par nous. On leur rend le même service avec comme valeur de rendre plus palpable et de valoriser dans le parcours des joueurs leurs actions. Donc si une entreprise veut compenser, alors j'aime pas trop ce terme, mais veut compenser son empreinte carbone, ça va avoir un impact aussi bénéfique pour la communauté dans son expérience. D'accord, Voilà. on y voit un petit peu plus clair. Je passe la parole à Rachel Marouani, donc, qui a une forte expérience dans le luxe et qui également citée dans le magazine Challenge que vous pouvez trouver cette semaine en kiosque comme une des 100 startups où investir en 2022.
pour les bijoux que vous pouvez voir, notamment certains en tout cas, qui sont éco-responsables. Donc là, on revient dans le monde. Ah, tu en as un ? J'ai un client sur le panel. Magnifique. Félicitations. C'était un hasard en plus, je n'étais même pas informée. Très bien. Je vois que ça se propagande beaucoup dans le monde réel, ces bijoux. Et Rachel, donc, toi qui as cette expérience d'avoir innové dans des activités de luxe, et moi qui te suis depuis une quinzaine d'années, sans arrêt, tu ouvres des nouvelles frontières. Qu'est-ce que tu penses de ce monde de métaverse et comment tu peux l'imaginer dans une relation avec son client, par exemple ? Alors déjà, moi, je suis beaucoup moins experte que les 3 personnes qui viennent de parler sur le métaverse. Voilà, je n'ai rien créé dans le métaverse, donc je vais plutôt prendre la position de finalement comment on le prend, comment on prend ces sujets et qu'est-ce qu'on en fait. Et effectivement sur le thème de l'innovation, parce que quand on est à la tête d'une entreprise ou directeur marketing, on n'a pas le choix et il ne faut pas voir les innovations comme un mal nécessaire. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important comme posture. C'est plutôt quelles sont les opportunités que ça nous donne. Il est certain que personnellement, j'ai pas envie de vivre dans un monde complètement virtuel où on achète des choses virtuelles avec un argent virtuel, qu'on a des amis virtuels et que nous-mêmes nous sommes devenus virtuels. Peut-être que c'est un choc de génération, mais cette vision-là est pas très inspirante. Néanmoins, je pense que c'est pas ça dont on est en train de parler. Et c'est vraiment comment le métaverse permet aux entreprises, permet aux marques de s'exprimer différemment et de rentrer en contact avec le client. Moi, je suis une obsessionnelle du client. J'ai toujours dit que j'étais monomaniaque sur le client. Et donc, du coup, ce qu'on entend aussi, c'est la multicanalité du métaverse. Et pour moi, c'est vraiment la question qu'on doit se poser. C'est chacun dans nos activités, comment le métaverse nous donne quelque chose en plus. Comment ça vient compléter une offre pour le client. Il est certain que si on parle de joaillerie, on peut voir des ateliers fabriquer de la joaillerie. On ne visite jamais un atelier de joaillerie. Ça n'existe pas pour des raisons de sécurité, de confidentialité, etc. Le métaverse, probablement, va nous permettre d'aller regarder ça, d'aller comprendre d'où viennent les pierres, d'avoir une vision sur ce que c'est. Et je pense que ça va donner aussi beaucoup de choses de réalité augmentée, de la capacité finalement de voir des produits sur soi-même, d'être un vrai complément de ce qu'on va vendre dans la vie réelle. Et pour moi, en tout cas, c'est la façon dont j'ai envie de voir le sujet, parce que comme je vous le disais en intro, je ne me projette pas dans un monde qui serait complètement immatériel. Encore une fois, peut-être une question de génération, mais en tout cas, c'est comment on embrasse cette évolution et encore une fois, qu'il y a une grande opportunité. Beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de tangibilité finalement d'un objet et beaucoup plus de personnalisation. Moi, la marque que j'ai créée, Talisman by, c'est fondé sur la personnalisation. D'accord ? C'est finalement, on dit qu'un bijou a toujours une histoire et une émotion. Comment on encapsule cette émotion ? Mais finalement, en proposant de la personnalisation. Aujourd'hui, proposer de la personnalisation, finalement, nous, sur le site, aujourd'hui, juste avec de l'e-commerce, on a plus d'1 million de possibilités où chacun peut choisir, créer son bijou, etc. C'est certain que dans le métaverse, on va donner encore plus que ça. Enfin, j'imagine qu'il y a moyen de donner encore plus que ça et de faire en sorte que le client, non seulement il crée son bijou, mais il voit comment ça lui va, comment ça va aux gens à qui il a envie d'offrir, etc., etc. Donc voilà, donc pour moi, c'est plus une question de quelles sont les opportunités que ça nous offre et quelle est la complémentarité et la multicanalité de nos choses. Vas-y. Franck, tu veux ajouter quelque chose ? Non, ouais, je trouve ça super. Réagir. Et donc, le sujet, le principal sujet, l'opportunité du métavers, c'est 8 000 milliards d'US dollars. Voilà, ça a été chiffré par Goldman Sachs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour aller dans le sens de ce que dit Rachel, il y a la personnalisation, on est juste à côté de la co-création. Le step d'après, c'est la co-création avec les utilisateurs. Donc effectivement, moi j'ai customisé, personnalisé ce que j'ai acheté chez Talisman by.
l'histoire d'après, c'est d'acheter ça, d'avoir un équivalent peut-être pour mon avatar, à repersonnaliser un peu différent, qui serait sous forme de NFT. Et c'est que ce bracelet personnalisé de mon avatar va me donner des super pouvoirs dans la métaverse. Et donc, d'enchaîner, en fait, comme ça, un réel engagement avec ses utilisateurs. On co-crée et ensuite, on fait des choses qui vont au-delà simplement l'objet physique. On lui donne un super pouvoir dans la métaverse. Alors, il y a beaucoup de marques de luxe qui travaillent là-dessus Oui. en ce moment. D'ailleurs, tu peux nous en parler, Rachel. Je reviendrai vers toi, Franck, parce que je voudrais aussi qu'on entende Hubert. Le temps file et qu'il y a plein de questions après sur AXA et comment vous avez fait pour acheter dans le sandbox et les équipes sur lesquelles vous avez dû vous baser pour justement avancer. Donc, prépare-toi à ces questions tout à l'heure. Juste pour enchaîner, je pense aussi sur l'éco-responsabilité. Oui. C'est aussi intéressant parce que dans le monde réel, on cherche l'éco-responsabilité. Je cherche l'éco-responsabilité joaillère et donc du coup je propose de remonter des pierres de famille sur des bijoux. Vous avez là le diamant de la bague de fiançailles de ma grand-mère que j'avais jamais porté avant de le retransformer. Et ça, en fait, je pense qu'il y a un sujet de transmission qui est aussi intéressant. C'est-à-dire que finalement, la transmission dans le métaverse peut devenir quelque chose d'incroyable. Enfin, je le pressens, en tout cas. Oui, on a beaucoup de questions sur l'éco-responsabilité, tout ce que ça peut engendrer aussi au niveau de la consommation des data et l'impact environnemental sur l'empreinte carbone. C'est un vrai sujet. Et justement, ça nous fait une excellente transition avec Hubert, qui est dans l'énergie et qui va mettre ce sujet au cœur de son activité. Donc, Hubert, tu t'occupes des Electric Days. Tu as une expérience marketing aussi en France, à l'étranger, notamment en Angleterre et en agence et chez l'annonceur. Et tu vois beaucoup de choses aussi au club des annonceurs, bien sûr, avec toutes les marques qui le composent. Donc, peux-tu nous repréciser ce qu'est Electric Days et comment vous vous projetez ? Alors, en fait, Electric Days, c'est un espace de partage d'innovation et de solutions climat B2B, c'est-à-dire qu'on s'adresse à l'ensemble des parties prenantes qui sont celles du groupe EDF. On est présent dans une quinzaine de pays, dans pas mal d'activités qui sont au cœur de ce qu'on peut vivre aujourd'hui et de ce qu'on est en train de vivre aussi à travers le métavers, c'est-à-dire la réalité de la production d'électricité qui va se développer dans les années à venir. On dit qu'il faudra environ 40% d'électricité en plus. Donc c'est quand même considérable. Donc comment est-ce qu'avec cette électricité, on rend les choses qui l'utilisent les plus bas carbone possibles, comme on dit. Donc la réalité, c'est ça. C'est qu'il faut que derrière ce qu'on propose, on puisse avoir des expériences qui soient les plus bas carbone possibles, parce que plus on va développer, on va dire, les solutions digitales, au sens large du terme, plus forcément on va faire appel à des solutions carbonées, il n'y a pas de mystère. C'est ce qu'a remarqué notre public. Il y a au moins une quinzaine de questions sur ce sujet de consommation qui pose un vrai problème. Donc quand on parle d'éco-responsabilité, ça veut dire que dès la genèse d'un projet, il faut imaginer pas simplement de compenser, parce que la compensation, vous le savez, c'est simplement de se dire, finalement, si je fais autre chose qui va apporter un bénéfice, finalement, je m'assois sur ce que j'ai, entre guillemets, détérioré dans un premier temps. Donc, être à la base, d'essayer, dès le départ, de développer des projets et des expositions, par exemple, qui sont les plus bas carbone possibles pour éviter de compenser. Donc, c'est vraiment ça la démarche la plus vertueuse possible. Je te lis une question qui résume bien toutes les autres. À l'heure de la crise climatique, l'investissement dans les métaverses est particulièrement énergivore. Est-il défendable sur le plan RSE ? Je pense qu'il est défendable. Simplement, il y a des solutions qui vont aller vers plus de solutions bas carbone, comme on dit. Et ce n'est pas simplement de se dire, ça va être produit par des énergies renouvelables. Quand il n'y a pas de vent, il faut bien que ça vienne d'autres choses. Et donc c'est là qu'on rentre, on va dire, dans une zone plus grise. C'est comment je fais pour aller chercher des quantités d'énergie colossales, puisqu'on sait que les serveurs et tout ce qui est derrière ces nouvelles propositions consomment énormément d'électricité. Donc comment est-ce que j'arrive à proposer des choses qui, par ailleurs, sont accessibles?
Et simplement pour revenir aux Electric Days, nous, ce qu'on cherche à faire quand on propose une expérience à des visiteurs ou à nos publics, c'est aussi une expérience accessible. Et donc, comment est-ce que j'intègre cette notion d'accessibilité pour des gens qui ont du mal à voir correctement les choses, qui ont du mal à entendre, qui ont du mal à percevoir un certain nombre de signaux? Comment est-ce que je peux m'adresser à un certain nombre de publics qui sont dans ces difficultés? Donc, l'éco-responsabilité au sens large du terme, c'est évidemment l'impact carbone. Là, il y a un exemple de ce qu'on va continuer à poursuivre puisque les Electric Days existent depuis 2017. On était sur un événement qui regroupait environ 8000 personnes, donc 8000 personnes avec plus de 100 000 connexions à distance. Pour un événement B2B en marque propriétaire, c'est quelque chose d'important. Donc, comment est-ce qu'on arrive à appliquer sur l'ensemble de la chaîne de valeur cette logique d'éco-responsabilité? Sinon, on sait que demain, de plus en plus de contraintes vont peser en termes réglementaires et vont réduire notre capacité à pouvoir proposer ce type d'expérience. Donc, il faut qu'on avance avec je dirais, le train à la fois de l'innovation, évidemment, ça va de sens, mais aussi avec cette logique qui est de se dire comment est-ce que je peux faire plus sobre. Plus sobre, effectivement. Donc Rachel nous parlait de l'économie circulaire et effectivement de la transmission en plus, donc avec une valeur émotionnelle. Donc on voit bien qu'il y a un vrai souci qui complexifie peut-être un peu la vie de start-upeuses, d'aller chercher, d'aller sourcer des solutions vraiment éco-responsables. On voit bien que c'est pris en compte dans le cadre des Electric Days pour donner des solutions plus sobres. Comment on peut concrètement découvrir ces solutions, Hubert ? Alors nous, on les met à disposition évidemment d'un public large. La question, c'est, pour rebondir sur ce que disait Rachel, c'est quelle est l'opportunité de créer un nouveau monde virtuel et pour qui ? Donc certes, ça ouvre des perspectives qui sont, j'ai l'impression, assez intéressantes. Ça, je crois que ça va de soi. Pour autant, c'est vraiment dès le départ de se dire, en termes marketing, c'est à qui je m'adresse, quelle est ma cible et comment est-ce que je vais pouvoir la toucher de la meilleure manière possible. Donc certes, on explore, nous, un certain nombre de choses dans les mondes virtuels depuis bien longtemps pour créer des jumeaux numériques et tout un tas de développements, évidemment, qui sont très importants dans le business et dans ce qu'on peut proposer au marché. La réalité, c'est que derrière, une fois qu'on s'est dit pour qui, c'est quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur médium pour pouvoir proposer à des publics larges des solutions qui seront à la fois en physique au Grand Palais éphémère, donc ça sera un endroit magique qui est face à la Tour Eiffel, et en même temps forcément en virtuel, et on pourra les retrouver, on va dire, online. Très bien. Donc revenons effectivement aux marketeurs qui sont dans la salle. Quels conseils vous donneriez? Et je pense que AXA, vous pouvez illustrer en leur disant comment vous faites, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à votre expérience pour commencer dans le sandbox, par exemple. Moi, d'abord, j'ai envie de vous dire d'être curieux, de rester curieux, d'être engagé dans ce que vous faites. On a une chance incroyable. Nous, marketeurs du digital, donc on a vécu le Web 1, on a vécu le Web 2. On est en moment de transition entre le Web 2 et le Web 3. Donc on va utiliser tous les savoir-faire du Web 2 pour aller emmener les gens dans le Web 3. Le Web 3, c'est le transfert de valeur sans intermédiaire, donc de personne à personne. Donc c'est là, en ça, que c'est une économie quelque part circulaire. Évidemment, en faisant attention à l'environnement. Et là, en fait, il faut comparer ce qu'on fait avec ce qu'on va faire dans le métaverse et ce qu'on fait dans la vraie vie. Transférer une énorme somme d'or d'un pays à l'autre, ça coûte très cher. Ça coûte très cher en transport. Il y a clairement des avions qui transportent des lingots d'une réserve d'un pays à l'autre. Faire le même montant, un transfert en fait d'argent de type Bitcoin ou monnaie numérique, ça coûte moins de $5. Voilà. Donc il faut comparer ce qu'on va faire dans la métaverse, comparer à ce qu'on fait dans l'économie réelle, pour en tout cas cette équation d'environnement. Et ensuite, explorez, soyez curieux, restez connectés. Souvenez-vous, en 2009, Facebook arrive en France. On ne sait pas faire de la publicité sur Facebook. On ne sait pas comment utiliser Instagram, etc. Et petit à petit, on apprend des techniques. On écrit en fait le livre du marketing en même temps que l'on explore. Et là, c'est une chance incroyable
pour les talents qu'on a dans cette salle, c'est que c'est aussi le salon du Web3 et que c'est maintenant qu'on est en train d'écrire cette histoire. Donc tester, appeler les différentes métaverses et aller voir ce que votre marque devrait faire, qu'est-ce qui est attendu de votre marque dans ces métaverses par leur communauté, mais aussi proposer à vos communautés de s'engager un peu plus dans la relation avec votre marque et d'aller ensemble explorer ces territoires. Et d'acheter à une banque un terrain sur éventuellement Sandbox. Alors moi j'ai des terrains, moi à titre personnel j'ai acheté des terrains au tout début dans Sandbox. Je suis très ouvert à en faire des launchpads pour des projets innovants. Je serais ravi de t'accueillir aussi. Voilà, j'en ai pour vous deux. Et donc voilà, de tester ce qu'on pourrait y faire. C'est une révélation, un scoop sur e-marketing Paris. Merci Franck. Henri, qu'est-ce que tu conseilles aux marketeurs? Sachant que tu ne viens pas du marketing. Voilà, c'est ça, je ne viens pas du tout du marketing, mais je te rejoins sur le côté, voilà, c'est vraiment une nouvelle ouverture, une voie qui s'ouvre, donc il faut rester vraiment curieux et puis en profiter de cette occasion pour innover encore plus et voilà, dans une nouvelle voie. Donc je ne fais que résumer, mais voilà. Rachel? Alors moi, c'est toujours rester très très lié au client en devançant ses attentes. Le devancer ses attentes est quelque chose d'important. Alors pour mémoire, quand Sony faisait des études sur le premier Walkman, 90% des clients avaient répondu que jamais ils n'aimeraient écouter de la musique dans la rue avec quelque chose sur les oreilles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client il ne sait pas formaliser ce qu'il voudra demain. Et donc, c'est le propre. Je veux dire, c'est pas un conseil lié au métaverse, mais plus lié au marketing en général. C'est-à-dire, c'est bien d'écouter son client pour en faire une base, pour imaginer pour lui ce qu'il pourrait avoir envie de votre marque. Et c'est là où ça demande un petit peu de curiosité et à la fois du lien à la réalité et d'une projection d'un monde qu'il ne connaît pas encore. Très intéressant, effectivement, n'oubliez pas le client. Hubert, quel est ton conseil aux marketeurs, sachant que j'ai une intervention de Catherine dans la salle qui me dit le contenu. Oui, le contenu, mais effectivement, connaître son public. Le marketing, c'est ça, mais de répondre à des insights de fond, c'est-à-dire en quoi est-ce que ça va répondre à une attente, en effet, à quelque chose qui est dans le fond de ce que je ressens. Alors le Walkman, ça répondait pas à le besoin de se balader dans la rue, c'était quelqu'un qui s'était aperçu que quand il avait les mains occupées à faire autre chose, il voulait continuer à écouter, et donc ça répondait à un insight de fond. Merci. Pour la prochaine fois, il faudrait que tu amènes une slide sur la consommation d'énergie dans le métaverse. Ah oui, carrément. Une remarque du public. Merci. Bertrand, merci beaucoup de nous expliquer qu'est-ce que tu conseilles toi, sachant que tu as souvent des équipes face à toi, des équipes que tu évangélises. Je conseille d'essayer, de se planter et de recommencer. Tim Sweeney, c'est le patron d'Epic Games. Donc il a un Unreal Engine qui est un des moteurs de jeux vidéo, donc qui est nécessaire pour fabriquer ces espaces-là. Il est aussi propriétaire du coup de Fortnite, qui est une plateforme assez puissante. Et puis il a un actionnaire qui est très fort, qui s'appelle Tencent, qui est le numéro 1 du jeu vidéo, numéro 1 mondial. Et Tim Sweeney, il dit la chose suivante, il dit « Moi je trouve que cette histoire de métavers, c'est très très convaincant, mais honnêtement, je ne sais pas très bien ce que c'est. » Alors, c'est une façon de faire un bras d'honneur à Zuckerberg, évidemment, mais c'est aussi une façon de dire, je crois que, comme le Walkman ou la télévision ou le téléphone, les nouvelles tech, elles n'arrivent pas avec les modes d'emploi des gens qui ont conçu les tech pour les usages. Les grammaires d'écriture, les grammaires d'usage ne sont pas encore faites. Aujourd'hui, la tech, c'est plus la limite, c'est notre imagination. Donc les grands cas d'usage sont à inventer. C'est vous qui allez les inventer. À chaque fois que j'interviens en public, je dis c'est vous qui allez les inventer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas pour vous mettre la pression. Mais en fait, aujourd'hui, il y a des plateformes bien sûr qui sont payantes, sur lesquelles on peut acheter du terrain. Il y a aussi des plateformes qui sont gratuites. Voilà. Nous, Antilogie, physiquement, on est installé à la maison ResLab. On a 10 mètres carrés. Sur la plateforme spatiale, on doit avoir à peu près 40 000 mètres carrés de locaux. À chaque fois qu'on a un nouveau projet, un nouveau client, on crée un nouvel espace.
Et ça aussi, c'est un truc à prendre en compte, c'est que l'espace n'est plus une contrainte. Voilà, depuis toujours, cet espace est une contrainte. Il est formidable, mais ses dimensions, la hauteur de plafond, la couleur des murs, etc., c'est une contrainte. Dans un monde en 3D, un métavers, l'espace n'est plus une contrainte. Il peut s'adapter aux propos, au projet, à l'envie, à l'objectif, à la cible que l'on va chercher à toucher. Donc ça donne des possibilités pour imaginer des choses qui sont absolument dingues. Donc voilà, il faut juste se lancer, juste essayer, acheter un équipement ou un bout de terrain, confiez-le à des gens qui, dans votre équipe, ont sûrement envie d'essayer, donnez-leur la chance de se planter et de recommencer. Merci pour ce mot de conseil pratique. Bon, on va quand même aussi profiter de la vraie vie, puisque c'est bien de vivre dans le monde du métaverse, mais c'est également très important de vivre dans le concret. Pour toutes les questions qui étaient relatives à tout ce qui est économie et de responsabilité circulaire, tout ce qui sont les sujets de consommation énergétique, on a une conférence spécifique cet après-midi qui s'appelle For Good. Donc vous pourrez revenir en parler avec les intervenants. Je vais simplement demander d'applaudir très fort les personnes qui sont ici et qui ont partagé leur expérience. Et vraiment, c'était très intéressant et je vous remercie grandement. Je vous remercie aussi d'avoir posé autant de questions et désolée de ne pas avoir pu répondre à toutes, mais on a essayé de couvrir le maximum de sujets. Et j'espère que vous êtes nourris et déjà un petit peu plus experts de ce sujet. Et à très bientôt sur une nouvelle conférence. Merci.